Konnichiwa les copains. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Livingstone, la chaîne dédiée au Tiny House. Nous allons reprendre la playlist que nous avions commencé il y a déjà un moment, où il s'agit en effet d'apprendre à construire soi-même ces jolies petites maisons confortables où il fait bon vivre. Donc même si vous n'y connaissez rien, le but de ces vidéos est de montrer qu'on peut arriver à quelque chose, même quand on n'a jamais touché à un outil de sa vie. Donc si vous avez raté les épisodes précédents, pas de panique, ils sont dans le lien qui est là ou là, je ne sais plus. Bon, enfin bref, il vous suffit de cliquer dessus pour voir les épisodes précédents. Et si vous êtes déjà OP, c'est parti. Donc il s'agit d'un Truma S2200. On va faire un petit tour des trucs qu'il y a dans le pack, sachant que moi j'ai pris une protection en plus. Il ne faut pas oublier le kit ventouse qui va avec. Donc je vous montre ça. Donc, évidemment le radiateur assez léger, je crois qu'il fait 6-7 kg. Donc super compact, c'est pour ça que moi je l'ai choisi. Je trouvais ça bien d'avoir un tout petit truc. En plus, faut dire ce qui est, moi je trouve pas ça joli. Donc il me fallait un petit truc, qui puisse être planqué dans un meuble, donc ça va être mon cas. Il consomme pas trop, il n'a pas besoin d'électricité dans mon cas puisqu'il est raccordé à une pile, sachant qu'une tiny house c'est facile à chauffer. Alors son emplacement ce sera là, juste en dessous du plan de travail. Qu'est-ce qu'on a dans le kit? On a tout ce qui est ventouse pour l'extérieur, donc c'est ce à quoi va être raccordé les tuyaux d'évacuation et le tuyau d'aspiration. Ventouse, alors ça veut dire que comme vous pouvez le voir, il y a deux trous. Il y en a un qui va aspirer de l'air frais et l'autre qui va rejeter l'air brûlé. Donc je pense que celui-là va aspirer, celui-là va rejeter. Et tout ça, il faut l'envoyer dehors à travers votre mur. Imaginons que votre mur est là. Dans mon cas, mon mur est là. Ce modèle, il existe en version droite et gauche. Tu peux l'inverser. Tu peux même envoyer derrière et tout ça. Et il y a une autre sortie qui est ici, la condensation, les petites gouttes de condensation. Donc ça, c'est super important. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce modèle. C'est parce que ça évite... les chauffages gaz en temps normal, ils rajoutent énormément de condensation dans ta tiny, ce qui est un problème. Vous savez, la condensation dans les tiny house, c'est pas super. On va éviter. Donc j'ai pris ce chauffage là parce qu'il évacue tout dehors. Certains prônent le chauffage bois justement pour éviter d'avoir ce problème. Tout ce qui est raccordé à l'extérieur, ça peut paraître compliqué. La première fois que j'ai déballé, je suis oh, il y a plein d'objets, mais en fait non, il y a 3-4 vis qu'il faut pas que je perde d'ailleurs. Et la notice explique super bien. Donc franchement, c'est un jeu d'enfant. Le plus chiant, ça va être de faire les trous dans les parois et de bien les faire. Donc ça c'est pour l'extérieur, ça c'est pour l'intérieur. Donc ça c'est à raccorder directement ici. Et ça ce sont les évacuations. Donc il y en a une fine et il y en a une autre qui est la protection qui vient autour de la fine. Tac, voilà, tout simplement. La protection elle n'est appliquée que sur la sortie parce que c'est de l'air chaud. Donc on protège. Et en fait il faut couper cette gaine là en deux. Pour pouvoir faire l'entrée et la sortie. Alors, ah oui, j'ai pris les grilles de protection à l'arrière. Alors, c'est une plaque comme ça, en fer, qui se met derrière le chauffage et qui permet d'éviter aux éléments qui sont derrière de chauffer. Donc, moi, dans ce cas-là, ce sera la machine à laver. L'entrée de gaz est derrière. Donc, il faut prévoir de l'espace derrière, vraiment. Tu vois, entre le virage qu'il y aura à faire et la durée et le tuyau de gaz. Je dirais qu'il y a au moins 10 cm à prévoir en plus. Il faut savoir que j'ai acheté, vu que je savais que ça allait être encastré dans un meuble, une sorte de cloche de protection là. Voilà. Qui vient entourer le chauffage. En fait, il y a deux trucs cons. Ils ont prédécoupé le côté de leur chauffage pour que tu puisses passer la gaine, comme ce sera mon cas, moi, ici. Voilà. Sauf que déjà, c'est super dur à enlever. Comme on peut le voir, j'y suis même allé au marteau. La prédécoupe n'est pas super bien faite. Du coup, c'est pas évident. La seconde chose, c'est que le truc qui protège de la chaleur n'est pas ouvert, n'a pas de possibilité d'ouverture sur le côté. Donc, il va falloir que je les fasse moi-même. Il y en a derrière, comme tu peux le voir, j'en ai défait une. Donc, je vais devoir la faire moi-même. À faire maintenant, c'est faire passer mes évacuations et mes entrées d'air chaud et froid. Et ça va se faire dans la cloison. Alors on peut voir au sol
que donc j'ai positionné le gabarit en dessous. J'en ai un également pour les trous dans le mur. Et on peut voir que mes câbles passent pas très loin. Donc je vais faire un petit ajustement sur les hauteurs de passage de câbles. Je vais les faire passer plus bas. Le chauffage dans sa position principale. Ça devrait être à peu près aligné. Donc il y a un gabarit à suivre parce qu'il y a des mesures à suivre. Comme ça on s'embête pas. On peut retrouver notre isolant derrière. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que ce gabarit est assez large. On peut voir que le diamètre est bien supérieur. Du coup il va y avoir pas mal de scotch à prévoir. Voilà. Donc là je vais enlever l'isolant. Je vais me faire un petit tunnel, je vais le pousser sur les côtés ou un truc comme ça, et puis je vais faire un tunnel de pare-pluie. Comme vous pouvez le voir, j'ai gardé des chutes de pare-pluie. Donc c'est un truc à faire, absolument ne jetez rien avant la fin de votre construction. Ça n'est pas une obligation. J'aurais pu enfoncer ce tuyau là directement comme ça, bien sûr en enlevant l'isolant, et isoler tout autour avec du scotch, du mastic, bref ce que je veux. Mais je préfère faire un tube propre dans lequel je vais me glisser, voilà. Qui sera isolé tout le temps, des fois qu'il y a des fuites dans mon tuyau. Et là, j'ai plus qu'à scotcher tout autour. Alors, je vais mettre en place, je commence par mettre en place le tuyau d'évacuation de la condensation, ce qui veut dire faire un trou dans le sol. Donc voilà, pas de souci, j'ai fait un trou, mon tuyau passe, et pour repérer cet emplacement sous la remorque, j'ai pris un long fouet et j'ai donné un petit coup de marteau pour l'enfoncer et retrouver le trou de l'autre côté. Rien de plus simple pour l'instant. Et ouais, on se téléporte sous la remorque. Donc il y avait bien évidemment une petite superposition d'alu. Mais c'est pas grave, j'ai été faire un gros trou. J'ai de l'autre côté envoyé mon tube et je vais essayer de le récupérer. Voilà, parfait. Donc, je vais maintenant insérer du pare-pluie supplémentaire. Vous allez glisser tout ça là de tous les côtés, mastiquer bien le tout. Et ensuite je replierai la tôle autour, comme ça suffira largement. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Bref, c'est un peu flou. Mais vous voyez le topo, c'est scotché de partout. Donc, retour à l'étage, on retrouve notre tuyau. Avec le précédent trou que j'ai fait qui est complètement foireux, que je vais reboucher au mastic. Ici, c'est mon bon tuyau, on voit que j'avais de la marge. Je vais le couper pour qu'il vienne s'emmancher. Où est-ce qu'il est? Là, dans ce truc-là. Alors, je commence par l'extérieur. Du coup, je mets la première rondelle en métal. Le joint que l'on voit ici, et à ça j'y ajoute ceci et je pourrais visser. Voilà, une fois que c'est emmanché, alors il faut bien faire gaffe, il y a un sens pour ça. On voit que c'est un peu coudé ce truc en métal là, donc normalement c'est coudé vers le bas, mais moi je pense que je vais devoir le retourner, couder vers le haut parce que j'ai du clin. Ensuite on prend les petites vis fournies, on les enfonce dedans et il n'y a plus qu'à serrer avec une clé, je crois que c'est du 8 ou du 9. Voilà pour l'extérieur. Comme on peut le voir, on a mis le manchon et j'ai balancé du mastic tout autour que j'ai bien appliqué, qui va être un petit peu chahuté quand on va mettre la planche en bois, mais normalement ça devrait aller, ça fera une sécurité supplémentaire. Alors on a vu le côté extérieur, maintenant voilà comment ça se passe pour le côté intérieur. J'ai d'abord mis l'espèce de rondelle en métal qui a un petit bec, c'est pas la même que celle de l'extérieur. Ensuite j'ai mis le joint, j'ai emmanché mon évac. Tu mets le joint au bout, tu ramènes ça. Et là il y a un petit mouvement de serrage à faire en bas. Parce qu'il faut tourner ici. Voilà. Donc on voit que c'est assez simple de fixer en intérieur. La petite vis à mettre, elle est là, de l'autre côté. Tout simple. Là où ce chauffage là a un petit piège, c'est que la gaine d'évacuation fournie, elle est trop courte. Voilà ce qui me reste pour faire l'autre section qui est à peu près aussi longue. Donc là j'ai juste mis la gaine de protection pour être sûr que ça passe. On peut voir que derrière il faut quand même prévoir un peu d'espace. Moi j'aurais plus la place de mettre ma cloison. J'ai aligné mes planches entre elles, comme elles le seront une fois qu'elles seront sur mon bardage. J'ai replacé le gabarit histoire d'être sûr que je faisais pas de bêtises et j'ai placé mes petits trous. Donc ça a l'air bon, hein, les machins rentrent.
Alors, faut forcer un peu, c'est très bien. Du coup, ça permettra de bien appuyer quand je vais visser, de faire bien l'étanchéité. Sachant qu'il faut mettre du mastic en dessous. Voilà. Comme ça, quand vous allez appuyer bien, ça va dégueuler le mastic et ça va faire une belle étanchéité. Maintenant que les trous sont faits, de ce côté-là, j'ai fixé des plaques temporaires. Hop. Et de ce côté-là, avec mon petit crayon, je vais tracer les contours de mes cercles. J'irai reporter tout ça gentiment sur mes grandes lattes, ce qui me permettra de savoir où est-ce que je vais devoir placer mes cercles. Dernière petite astuce, et ça j'en étais sûr depuis le début, c'est du bardage enclin. Ce qui veut dire que tu vois, quand je vais mettre le cache et même quand je vais mettre ces petits machins en métal, je vais être embêté, là ça va être à fleur et puis là ça va plus être à fleur. Il faut rajouter une petite planchette de bois, tu le vois bien là, pour que tout le monde soit à la même hauteur. Voilà, donc celui-là il s'est enfoncé, voilà, ça fera ça. Et tac, la grille de protection qui vient par-dessus. Ah non, elle est à l'envers. Ah non, elle est à l'endroit. Bon, en gros, elle vient comme ça. Ok, et là on voit bien. Donc, quand les vis viendront finir le tout, il n'y aura plus qu'à terminer avec un petit coup de peinture sur les bords. Et ma foi, on ne sera pas mécontent. Ce que ça donne quand on fixe les deux planches de bardage. Grâce à la surépaisseur, on est bien à fleur, ça va venir s'améliorer encore avec le vissage. Bref, on est propre. On a mis du mastic à l'intérieur, je le sens bien parce que je peux plus bouger ma forme. Ici, on fera la même chose. On mettra un petit joint de mastic et on enfoncera le tout. Donc ça devrait plutôt bien se passer. Il y a 4 vis à mettre et ensuite le cache. Voilà maintenant 6 mois à peu près qu'on vit dans notre tiny house. On a passé l'automne, l'hiver et un tout petit début de printemps. Et on va vous faire un petit retour sur l'utilisation de notre chauffage. Donc, concernant notre chauffage, comme vous pouvez le voir, on a installé 2 petits ventilos. À l'époque, ils étaient trop bas, je les avais mis vraiment devant. Et comme vous pouvez le voir, ça a un peu cramé. Donc il faudra faire gaffe à ça si jamais vous pensez à ce genre de système. Et sinon, là, ça marche assez bien. On l'allume avec un petit bouton là-haut. Et ça nous permet de ressortir l'air chaud. L'avantage avec ce modèle, c'est qu'il est assez puissant pour chauffer la Tiny très rapidement. Même quand on le met au minimum, il maintient bien la Tiny assez chaude. Et on le monte un tout petit peu, et puis alors là, ça va très vite, en une demi-heure, on a chaud. Donc ça, c'est pratique. Le problème qu'il a, je pensais qu'il était avec un thermostat intégré, donc il s'allumait et il s'éteignait tout seul, ce qui n'est pas le cas en fait. C'est un piezo, donc il faut l'allumer, il faut l'éteindre à la main. Je vous déconseille largement ce genre de système. Déjà parce que vous n'allez pas faire beaucoup d'économie d'énergie. Quand il fait vraiment froid, on est obligé de le laisser allumer. Mais même au minimum, moi là-haut j'ai hyper chaud, je suis obligé d'ouvrir. Et alors que bon, Yuna est très bien du coup dans ces températures là, mais du coup ça aurait été bien qu'il puisse être capable de s'ajuster en fonction de la température de la maison plutôt que d'envoyer de la chaleur même quand il fait trop chaud. Par contre, même avec ce système qui est pas très économique, on a passé un hiver assez confortable et on a dépensé à peu près 50 € de gaz pour se chauffer pendant tout l'hiver. Encore une fois, on a eu un hiver assez clément, on a eu très peu de vraiment période froide. Et la tiny house, au-dessus de 6 degrés, en général, on n'avait pas trop besoin de chauffer, sauf si vraiment on bougeait pas et qu'on était sur nos ordis. Mais il suffisait de passer l'aspirateur pour avoir chaud. Donc c'était assez simple de se réchauffer sans avoir forcément à passer par le chauffage. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, vraiment merci. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, petit bouton en bas, et à faire connaître à vos familles et à vos amis l'univers magnifique des tiny house. Et puis c'est un bon moyen pour moi de voir que ce que je fais vous plaît. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Tipeee. En attendant, si vous en voulez encore, n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, à vous abonner, pourquoi pas. Il y a tout un tas d'autres vidéos, des rencontres, des présentations, des tutos techniques, bref, de tout pour être très heureux. Et quoi qu'il en soit, moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.